pourra être retenu contre vous. Donc, faites attention. Laura, je vais donc te laisser la parole. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le petit chat en bas, que vous connaissez tous, là où Maude et Nicole ont déjà dit bonjour, et Edith aussi. Vous pouvez mettre vos questions et Laura y répondra à la fin du webinaire. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire et à très bientôt. À tout à l'heure d'ailleurs, moi je reviens à la fin quand même. Parfait, bonjour à tous. Alors je vais partager mon écran. Pour pouvoir démarrer ce webinaire. Voilà. Tu me confirmes, Thomas, qu'on voit bien mon écran? Oui. On voit très bien ton écran. On voit ce magnifique oiseau. Alors, parfait. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur l'Équateur et plus particulièrement sur les Galapagos, aussi appelé l'archipel enchanté. Alors, c'est parti. Donc, l'Équateur et ses 4 mondes. Donc, l'Équateur est aussi appelé le pays des 4 mondes, de par les 4 régions qui forment l'Équateur. Donc, la première région, la région Amazonie que l'on voit à l'est. Ensuite, la région des Andes qui se situe au centre du pays, qui va du nord en Colombie jusque dans le sud au Pérou. La troisième grande région de l'Équateur, qui est la côte pacifique, qui est facilement accessible d'ailleurs en Équateur. Et enfin, la quatrième région sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, qui est la région des Galapagos, qui se situe au large de l'Équateur. Alors, voyons une carte des Galapagos, donc, que vous voyez ici sur la gauche. Donc, les Galapagos, c'est un archipel d'îles qui est situé à environ 1000 km des côtes de l'Équateur. Et c'est un archipel formé de plusieurs îlots, rochers, qui ont été formés par des formations volcaniques. Et on voit sur cette carte-là les grandes îles de l'archipel, avec au centre l'île de Santa Cruz, qui est l'île principale, l'île où il y a le plus d'habitants. Et sur la gauche, la grande île d'Isabela, et sur la droite, l'autre grande île de San Cristobal. Ces 3 îles-là sont les 3 îles habitables des Galapagos. Le reste des îles sont uniquement des îles non habitées, enfin plutôt habitées par les animaux uniquement. Donc, rentrons un petit peu plus dans le détail sur la raison pour laquelle voyager aux Galapagos et pourquoi aller aux Galapagos. Clairement, la principale raison pour organiser un voyage aux Galapagos, et elle doit être celle-ci, c'est de vouloir observer des animaux endémiques. Clairement, on va aux Galapagos pour aller découvrir cette faune, qui est une faune incroyable, endémique, avec des animaux qui existent uniquement aux Galapagos, et même plus particulièrement des animaux qui existent uniquement sur certaines îles des Galapagos. Donc, cette raison-là doit être la raison principale qui motive un voyage aux Galapagos, c'est vraiment de découvrir une faune exceptionnelle qui n'existe que dans cet archipel-là. C'est un archipel qui est protégé, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est le plus grand parc national de l'Équateur avec plus de 8000 km². Et d'aller aux Galapagos nous permet de visiter l'archipel qui est protégé, mais du coup de voyager dans un parc qui a des règles, qui protègent sa faune, qui protège sa flore. Aux Galapagos, on ne peut pas aller sur toutes les îles comme on le souhaite. Il y a vraiment un nombre de personnes par jour sur chaque île. Donc, il y a certaines règles qui permettent de protéger le parc et surtout de protéger ces animaux-là, dont c'est l'environnement naturel. L'autre raison d'aller aux Galapagos, c'est vraiment de marquer un voyage exceptionnel, dans le sens où tous les voyageurs qui vont aux Galapagos ne sont pas déçus par la destination. C'est toujours un voyage qui est réussi, c'est toujours le highlight du voyage, et on est sûr d'avoir un voyage assuré, exceptionnel.
Et c'est aussi une destination qui peut marquer des moments de vie importants dans une famille, une lune de miel, un anniversaire, ou enfin voilà, des moments un peu importants. Et les Galapagos arrivent vraiment à répondre à cette raison de voyage, le fait de marquer un voyage exceptionnel. Et en plus des animaux, en plus d'être dans un parc naturel protégé et de faire ce voyage exceptionnel, on profite également d'un cadre qui est idyllique, avec des températures qui sont extrêmement agréables, une eau transparente, turquoise, des plages de sable blanc. Et cette raison-là vient vraiment appuyer en plus le fait de voir des animaux endémiques, qui reste la raison principale de voyager aux Galapagos. Alors, je vous montre quelques photos des compagnons principaux aux Galapagos. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, avec des animaux endémiques, dont les fous à pattes bleues ou les frégates à cou rouge que vous voyez au centre. Alors, comment arriver aux Galapagos? Donc, sur l'archipel, il existe 2 aéroports que vous voyez avec les petits avions orange, donc sur San Cristobal et sur Santa Cruz. Donc, on arrive aux Galapagos uniquement depuis l'équateur. On y arrive uniquement par voie aérienne, donc il n'y a pas de bateau qui nous permet d'arriver aux Galapagos. Ce sont des vols qui partent depuis les 2 grandes villes de l'Équateur, donc qui sont Quito et Guayaquil. Ce sont des vols, ce sont des vols qui se font généralement le matin, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire pour arriver aux Galapagos ou pour repartir des Galapagos, et c'est environ 2 heures de vol. Ce sont des vols qui sont coûteux, à peu près environ $580 aller-retour par personne. Et depuis les Galapagos, en fin de voyage pour rentrer en Europe ou ailleurs, il est possible d'enchaîner avec un vol international en faisant une escale à Quito ou à Guayaquil. Comme je vous le disais un peu plus haut, ce sont des vols uniquement le matin. Donc, pour arriver aux Galapagos, il faut forcément dormir la veille, soit à Quito, soit à Guayaquil, car les vols partent tôt le matin. Alors, quand visiter les Galapagos, la grande question tout le temps pour ces îles-là, vraiment, c'est toute l'année. Pourquoi toute l'année? Parce qu'on est sur un climat qui est tropical, qui est très agréable tout au long de l'année et qui n'a pas d'influence sur les visites des animaux, les visites des sites, etc. On distingue tout de même 2 périodes. Donc, une période, on va dire, chaude, mais avec quelques pluies, ou une période moins chaude sans pluie. Mais malgré ces 2 périodes-là, ça n'a pas d'influence sur les visites ou sur les animaux. Alors, juste pour vous donner un peu plus de détails sur ces périodes-là, donc sur la gauche, donc la période de janvier à mai, c'est une période, donc une saison, on va dire, chaude, température entre 25 et 30 degrés, température de l'air, une eau qui est très chaude, à 25 degrés environ. C'est généralement une période où il y a beaucoup de soleil, mais il peut y avoir des averses sans règle particulière, des averses. Et à cette période-là, la mer est assez calme. Et ce qui est important, notamment si on a des personnes qui ont un peu le mal de mer, c'est peut-être des périodes à favoriser. L'autre période que l'on distingue, donc c'est la période de juin à décembre, où la température de l'air est, on va dire, un peu plus fraîche, mais on reste tout de même dans une température autour de 20 à 25 degrés. L'eau également un peu plus fraîche, autour de 19 degrés. Là, clairement, c'est grand soleil avec quelques nuages et quelques pluies possibles. Et la mer, à cette période-là, est plus agitée. Tout ça aussi pour vous dire que, comme vous le voyez, même si on est sur des périodes un peu plus fraîches, on reste quand même minimum à 20 degrés, ce qui reste tout à fait agréable pour voyager aux Galapagos. Et encore une fois, ça n'a aucune influence sur les animaux, sur les visites. Toutes les activités que l'on peut faire aux Galapagos peuvent se faire tout au long de l'année. Alors,
Les Galapagos, pour qui? Eh ben, clairement une destination pour tout, que ce soit des familles, amis, des couples, et évidemment le profil plongeur. C'est pas une destination qui nécessite une condition physique particulière. Évidemment, ce que l'on recommande, c'est de savoir nager parce qu'il y a plusieurs activités dans l'eau. Et au niveau des enfants, également, on recommande un âge minimum de 6 à 7 ans, notamment pour être sûr qu'ils sachent nager, et que du coup, les enfants comme les parents puissent profiter des activités aux Galapagos, puisqu'une grande partie des activités se fait dans l'eau. Alors, je continue. Comment choisir son voyage aux Galapagos? Et c'est là qu'on va rentrer dans le détail des deux grandes formules qui sont possibles, plus une troisième partie, plus précisément sur la plongée. Donc, il y a deux façons de voyager aux Galapagos, soit via une croisière, soit en faisant de l'island hopping, c'est-à-dire de passer d'île en île et de dormir sur ces îles-là. Alors, on va passer sur la première formule, qui est donc la croisière. Donc, pour faire une croisière aux Galapagos, on arrive sur un des deux aéroports, donc Santa Cruz ou San Cristobal. Le nombre de jours recommandé pour une croisière, environ 5-6 jours. Passer moins de 5 jours aux Galapagos, c'est un petit peu dommage. Les durées possibles pour les croisières donc, vont de 4, 5, 6 et 8 jours. Ce sont des durées qui sont fixes pour toutes les croisières. Les croisières ont des dates fixes, définies par les bateaux. Donc, on ne peut pas démarrer une croisière à la date à laquelle on souhaite. Et surtout, ce qui est important, c'est que la croisière, les dates et l'itinéraire de la croisière, c'est le premier point à définir avant de définir le reste du voyage aux Galapagos. Pourquoi? Parce que c'est un point central. Généralement, il faut définir quand la croisière démarre en fonction du budget, de la durée, etc., pour ensuite aménager le reste du programme sur d'autres régions de l'équateur, comme l'Amazonie ou les Andes. Les croisières, donc les bateaux possibles, ce sont soit des catamarans, soit des yachts. Et quasiment tous les bateaux, en tout cas ceux que l'on propose, sont des bateaux de 8 cabines, donc maximum 16 personnes, ce qui reste un nombre très petit et qui garde une certaine du coup intimité sur le bateau. Les nuits et le repas se font évidemment sur le bateau. Les activités possibles sur la croisière, ce sont du coup le snorkeling, des marches, voir des plages, beaucoup d'observations animalières. Et ces activités-là sont les mêmes que l'on pourra faire également en island hopping, qu'on va voir ensuite. Les plus et les moins de la croisière. Alors clairement, les plus, c'est que la croisière, la formule croisière, nous permet de visiter des îles de l'archipel des Galapagos qui sont accessibles uniquement en croisière car elles sont trop loin des îles habitables et du coup la croisière avec la liberté qu'elle a de pouvoir s'ancrer où elle veut pendant la journée, pendant la nuit, permet d'aller voir des îles qui sont assez éloignées et du coup encore plus sauvages. Sur une croisière, tous les services sont inclus. Du moment que les voyageurs réservent une croisière, ils n'auront plus rien à débourser à part les pourboires et leurs boissons extra. Ce sont des bateaux qui restent de bateaux de petite capacité, donc qui gardent une certaine intimité. Et les croisières, généralement, naviguent la nuit, donc tous les matins, en fait, on se réveille dans un lieu différent. Les points, on va dire les moins de cette formule croisière, c'est que c'est une formule qui est moins adaptée aux enfants. Ça reste une croisière, donc on a une certaine proximité avec les autres passagers de la croisière avec lesquels on va partager 4, 5, 6 ou 8 jours. Et on a évidemment moins de flexibilité en termes de durée ou en termes de date de croisière, puisqu'on doit s'adapter aux différentes croisières. Au niveau du budget, donc je vous ai donné une idée par catégorie de croisière, de confort de croisière. Il y a 4 catégories: économique, standard,
première classe et luxe. Et le prix, évidemment, d'une croisière dépend de ce confort-là. Donc, on peut aller de 300 $ pour une croisière éco jusqu'à 700-850 $ pour une croisière première classe ou luxe. Et ce sont des prix par jour et par personne. Sachant que, comme je vous le dis un peu plus tôt, généralement, on passe 5 à 6 jours sur la croisière. Et en fin de croisière, on part des Galapagos avec un vol directement depuis la croisière. Donc, la croisière dépose les voyageurs à l'aéroport. Et là, on peut prendre un vol national pour continuer son voyage en Équateur ou un vol international avec une escale, évidemment, à Quito ou à Guayaquil. Alors, quelques photos pour illustrer ce que je vous expliquais. Donc là, quelques photos de croisière. Sur ces photos-là, vous avez des croisières de catégories différentes, standard, first class et luxe. Donc, il y a généralement toujours une partie commune, salon, salle à manger, bar, etc. On a les chambres qui sont soit sur le pont principal, soit sur le pont supérieur. On peut le voir ici sur la photo qui est au centre. Et on a un sun deck, un pont tout en haut du bateau, qui est comme une terrasse avec des transats, parfois des jacuzzis. En tout cas, un espace vraiment qui nous permet d'observer, qui est très agréable tout au long de la croisière. Alors, on va passer sur la deuxième formule, qui est la formule d'island hopping. L'island hopping, c'est en fait de passer d'île en île en dormant sur les îles principales, donc en dormant sur les îles qui sont habitées. Alors, toujours pareil, on arrive sur un des deux aéroports, celui de Santa Cruz ou celui de San Cristobal, les deux seuls qui ont un aéroport. La durée recommandée, c'est environ 6 à 7 jours pour vraiment profiter des îles sur lesquelles on va dormir. Et là, contrairement à la croisière, ce sont des dates, des durées qui sont complètement sur mesure en fonction des attentes des voyageurs. On dort donc sur les îles principales et les hôtels qui sont disponibles sur chacune des îles, ce sont des hôtels de 2 à 5 étoiles. Et évidemment, là, on a encore une grande flexibilité de choisir des hôtels qui correspondent au profil des voyageurs, donc que ce soit des familles, des couples, des groupes d'amis, etc. Au niveau des activités, alors on retrouve les mêmes activités que ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la croisière. Donc toujours pareil, des marches, plage, observation d'animaux, snorkeling. Là, l'avantage, c'est qu'on peut aussi accentuer certaines activités plutôt que d'autres en fonction des envies des voyageurs, contrairement à la croisière qui a un itinéraire et un planning d'activités qui est fixe. Et du coup, soit on y participe à ces activités-là, soit on n'a pas forcément envie de les faire et du coup, on peut rester sur le bateau. Les plus, les moins de cette formule, là, le grand avantage, c'est que c'est une formule qui est 100% sur mesure. Au niveau des dates, au niveau des hôtels, au niveau du budget, au niveau de la durée, et même pour avoir la possibilité d'avoir des journées libres, des journées un peu de repos, farniente, de faire ce que l'on veut. Et ça, cette formule-là permet cette flexibilité-là. On choisit complètement ces hôtels et également ces restaurants puisque les repas sont libres, donc on peut choisir son restaurant sur chacune des îles. On a une grande flexibilité au niveau des dates et aussi beaucoup plus d'autonomie, car même certaines activités, on peut les proposer en libre, c'est-à-dire que les voyageurs peuvent aller tout seuls à tel endroit, à telle plage, etc. Toujours quand il s'agit d'activités qui sont autorisées pour les faire sans guide, car beaucoup d'activités requièrent un guide, étant donné que les Galapagos sont un parc national protégé. Et c'est aussi une formule qui est moins coûteuse. Les points, on va dire, les moins de cette formule-là, c'est qu'il n'est pas possible d'accéder à toutes les îles des Galapagos. Et également, pour passer d'une île à l'autre, on doit utiliser un bateau rapide entre 2 et 3 heures. Et du coup, c'est qui implique également de changer d'hébergement, de refaire les valises, etc.
Au niveau du budget, on est sur un budget moins important que les croisières, environ 350 $ par jour par personne, évidemment, qui va dépendre du confort des hébergements. Et de la même manière que pour la croisière, après une formule d'island hopping, on reprend un vol depuis les Galapagos, soit pour le continent, soit avec une connexion vol international. Alors, voici quelques photos des hébergements qu'il est possible d'avoir aux Galapagos. Donc là, vous avez des hébergements 3, 4 et 5 étoiles sur ces photos-là. Tous les hébergements n'ont pas une vue plage, n'ont pas une vue mer, mais tous sont assez proches, hein, on va dire entre 5 et 7 minutes en marchant du port ou de la plage. Certains ont des piscines, certains n'en ont pas, et certains ont vraiment des localisations assez exceptionnelles. Et on a 2-3 hébergements qui sortent un peu du commun, comme vous le voyez sur la photo en haut, qui sont des hébergements plus safari, donc dans des tentes africaines, et qui sont un peu plus dans les hauteurs des îles, pas proches de la mer. Voilà. Je continue. L'autre point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la plongée, car c'est un point important aux Galapagos, étant donné que les Galapagos est un des 10 sites les plus réputés au monde pour la plongée, pour les plongeurs. Généralement, quand on est plongeur, c'est un des rêves d'aller plonger aux Galapagos. Alors, pour cette particularité-là de la plongée, donc pareil que pour les autres formules, on arrive soit à Santa Cruz, soit à San Cristobal, et on peut faire l'une des 2 formules que l'on a vues avant. Donc soit la formule sur la route du bas, donc en faisant de l'island hopping et en dormant sur Santa Cruz ou San Cristobal. Pourquoi uniquement ces 2 îles-là? Car ce sont les 2 seules îles habitées depuis lesquelles on peut faire de la plongée. Ou alors on fait une croisière plongée, et il existe environ en moyenne 10 croisières plongées sur tous les Galapagos, et toujours avec des bateaux de 8 cabines, 16 personnes maximum. Au niveau de la durée, quand on est sur une formule d'island hopping plongée, on choisit le nombre de jours que l'on souhaite faire. Par contre, pour les croisières, c'est une durée qui est fixe. Toutes les croisières plongées, ce sont uniquement des croisières de 8 jours. Ensuite, au niveau des activités, quand on est sur de l'island hopping, donc sur le bas, on peut faire à la fois de la plongée, mais également des activités au choix. Donc, pas uniquement de la plongée. On peut faire 1, 2, 3 jours de plongée et compléter par d'autres activités. Tandis que quand on est sur une croisière plongée, donc sur le haut, c'est 100% plongée, et tous les jours, on plonge entre 2 à 4 plongées par jour. Au niveau budget, sur de l'island hopping, donc sur le bas, on est sur un budget qui est à peu près identique à un programme classique d'island hopping, donc environ 350 $ par jour par personne. Quant à la croisière plongée, on est environ à plus 100 $ par jour par personne par rapport à une croisière classique. Alors, l'autre point important pour la plongée est souvent, on nous demande s'il est possible de faire un baptême plongé aux Galapagos. Alors, la réponse est oui, on peut toujours faire un baptême plongé aux Galapagos. Cependant, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire un baptême plongé, et ce n'est pas forcément ce qui est recommandé. Pourquoi? Parce qu'aux Galapagos, il y a certains courants pour de la plongée, et du coup, les personnes qui font un baptême plongé, ce ne sont pas forcément des plongées qu'ils apprécient le plus, malgré l'environnement sous l'eau, qui est incroyable. Ce qui est vraiment le plus recommandé au niveau de la plongée aux Galapagos, c'est d'avoir le niveau PADI Advance. Et là, ça donne accès à toutes les plongées aux Galapagos. Quelques photos de plongée, et vous avez aussi 2 photos de bateaux. Celle qui est au milieu, c'est un bateau de plongée à la journée, donc quand on fait de l'island hopping, donc on part avec un bateau plongée à la journée, on fait 2 plongées sur une journée.
et on revient sur l'île de laquelle on est parti. Et sur la photo du haut, vous avez un exemple de bateau de croisière de plongée, où là, on part sur 8 jours, où évidemment, l'équipement et les installations sont beaucoup plus aménagés pour ces 8 jours de plongée. Voilà. Alors, on est sur la fin de cette présentation et pour terminer, un petit résumé de quelles informations demander pour les voyageurs qui souhaitent aller aux Galapagos. Donc, les informations clés et ce qu'il faut aborder, c'est d'abord quelle formule est souhaitée. Donc, est-ce qu'on souhaite faire de l'island hopping ou est-ce qu'on souhaite faire de la croisière avec toutes les indications en termes de budget, de flexibilité, de date, etc., liées à chacune de ces formules-là. Donc, pour bien définir et bien comprendre quelles sont les attentes du voyageur sur ce voyage aux Galapagos, de bien avoir l'information au niveau des dates, c'est-à-dire que si c'est une croisière, d'avoir une amplitude de dates pour pouvoir trouver la croisière qui correspond vraiment aux voyageurs, en termes notamment de budget et en termes de durée. Et si c'est de l'island hopping aux Galapagos, d'avoir directement la date fixe pour ce voyage-là aux Galapagos. Et l'autre point important à aborder pour les Galapagos, mais aussi pour tout autre voyage évidemment, c'est le confort du voyage, notamment quand on parle de croisière, car une fois que l'on part sur un voyage de croisière, de notre côté, pour arriver à donner, on va dire, 3-4 options de croisière, de notre côté, il est nécessaire de consulter environ 15 croisières pour trouver exactement la croisière qui va le plus correspondre aux différentes attentes. Donc, d'où l'importance d'avoir le confort de la croisière, c'est-à-dire la catégorie de croisière, et du coup de directement solliciter les croisières correspondant à cette catégorie-là. Ce qui est moins important, ce qui n'est pas nécessaire d'aborder avec des voyageurs pour un voyage aux Galapagos, ce sont ces 3 points-là, non pas parce que ce sont des points qui ne sont pas importants, mais c'est parce que ces points-là découlent assez facilement des premiers points que l'on a vus sur ce qu'il faut aborder. D'abord, le premier point, donc celui des animaux à voir. Les animaux, on les voit tous tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas de période, enfin, il n'y a pas de mois où on ne voit pas tel ou tel animal. Il y a plus des périodes de vie de ces animaux-là, c'est-à-dire des périodes d'accouplement, des périodes de ponte, des périodes de migration d'une île à l'autre, mais tous ces animaux-là restent sur l'archipel des Galapagos toute l'année. Donc, les animaux à voir n'est pas forcément un point nécessaire à aborder avec les voyageurs. Et c'est la même chose pour les îles à visiter. Les îles à visiter, on voit des animaux partout sur toutes les îles que l'on visite. Donc, les îles à visiter va forcément découler de la formule choisie ou du confort des hôtels, du nombre de jours, etc. Et enfin, le détail des activités n'est pas forcément important à aborder, puisque sur un voyage aux Galapagos, on fait quasiment de toutes les activités, que ce soit des petites marches, visites de plage, observations animalières, snorkeling. Ce qui est important à aborder dans les activités, c'est quand il y a des contraintes, quand il y a des restrictions d'activité, c'est-à-dire une impossibilité de marcher plus de 1 heure, 2 heures, ou une interdiction de faire du snorkeling, ou une impossibilité de faire du snorkeling. Là, oui, dans ces cas-là, c'est un point important à aborder. Alors, on arrive là pour le coup sur la fin et pour terminer, je vais vous passer quelques photos, des photos des Galapagos qui sont uniquement des photos que nous, on a prises pour que vous puissiez voir vraiment ce que l'on voit aux Galapagos. Il n'y a pas de Photoshop sur ces photos-là. Et ce sont des photos d'animaux, mais également de situations de vie aux Galapagos. Donc là, par exemple, c'est la photo que vous voyez du haut, c'est une photo tout à fait typique qu'on retrouve tous les jours aux Galapagos, un lion de mer qui a son banc et qui, du coup, tient à faire sa sieste sur son banc. Hein. Ce ne sont pas les bancs des touristes, ce sont bien les bancs des lions de mer. Et sur la droite, en haut, vous avez une des croisières des Galapagos. Voilà, encore une fois, le lion de mer hein, qui fait sa sieste. Sur le bas, vous avez les fous à pattes bleues, qui est un animal assez emblématique des Galapagos. Et en haut, vous avez les frégates à cou rouge qui les gonflent pour attirer leurs belles, leurs futures
future femme. Encore d'autres scènes de vie. Donc là, on retrouve sur le haut à gauche ces négociations entre hommes et femmes, entre les frégates à cours rouge et les frégates. Donc là, ils discutent de la taille du nid, etc. Et voilà, les iguanes que vous avez sur le bas à droite, qu'on retrouve sur toutes les plages aux Galapagos. Et les Galapagos, assez connus aussi pour ces jolis couchers de soleil. Voilà, je passe les photos. Sur la photo du bas à gauche, vous avez une photo en fait d'une illustration en fait typique de la croisière. Donc on vit, on mange sur la croisière, on y dort. Et à la journée, la croisière nous débarque sur une île inhabitée à visiter. Et pour débarquer, on utilise ces petits zodiacs-là. Encore d'autres scènes, d'autres animaux. Et sur la photo en bas à gauche, vous avez le plus grand cratère des Galapagos, mais aussi le deuxième plus grand cratère au monde qui existe sur l'île d'Isabella. Voilà encore quelques photos des lions de mer toujours présents partout et une scène sur une des croisières sur le haut à gauche. Voilà encore d'autres animaux et là, comme vous pouvez le voir aussi, un certain respect des distances avec les animaux, environ entre 1 mètre à 2 mètres de distance avec les animaux pour les respecter, car les animaux ne considèrent pas les hommes comme des prédateurs. Voilà, encore d'autres photos. Et sur la photo en haut à gauche, la photo d'Isabella, qui a ses plages magnifiques. Et vous voyez au fond des hôtels. Donc, c'est les hôtels que l'on peut avoir sur Isabella. Encore d'autres photos. Et par exemple, la photo en haut à gauche, c'est une photo d'un requin prise en faisant du snorkeling. Donc, même en faisant du snorkeling, on arrive à voir des animaux assez impressionnants. Et voilà, la dernière slide de photos. Voilà. Et du coup, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions, vos commentaires, si vous voulez écrire sur le chat ou intervenir directement en prenant la parole. Merci beaucoup, Laura. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Laura? Au moins une petite question. Tout le monde dit merci, merci. Au moins une question. Au moins une demi. Oh, moi, j'en ai peut-être une, tiens, pour faire patienter. Une question. Ah, voilà. Oui, est-ce que les animaux sont dangereux? Sont dangereux. Alors, non, les animaux ne sont pas dangereux dans le sens où on garde toujours une distance avec les animaux. Et quand on fait du snorkeling ou quand on fait de la plongée, on est toujours accompagné par des guides qui sont des guides certifiés aux Galapagos et du coup qui ont l'habitude de nager avec ces animaux-là. Et encore une fois, les animaux aux Galapagos, l'archipel étant tellement protégé, ce sont des animaux qui ne considèrent pas l'homme comme des prédateurs. Donc du coup, il n'y a pas de danger. En tout cas, il n'y a jamais eu de soucis. Minimum 25 plongées, Claire. Alors, oui, pour les Galapagos, alors, il y a différentes plongées. Quand on fait une croisière de plongée, évidemment, il faut avoir le minimum le niveau advance. Quand on ne fait pas une croisière plongée, en fonction des plongées, il faut avoir 25 plongées minimum ou un petit peu moins. Ça dépend des lieux de plongée, des spots de plongée qui sont demandés, qui sont visités ce jour-là. Évidemment, le top est d'avoir environ 25 plongées qui correspondent plus ou moins au niveau advance. Alors, tu nous as proposé, alors oui, je reprends cette question-là, je vais la lire. Tu nous as proposé un budget de minimum 350 $. Tu entends ça en base double avec petit déjeuner pour du Island Hopping et hors taxe. C'est exactement ça. C'est sur une base double par personne avec petit déjeuner. Et évidemment, ce budget-là varie en fonction du confort d'hébergement, mais aussi du type d'activité que l'on fait. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a une journée libre et qu'on n'a que l'hébergement, évidemment, ce n'est pas ce budget-là. Et oui, Ça me demande si vous avez...
Pardon. Vas-y. Christiane demande si vous avez parlé du climat en début de présentation. Oui, Christiane, on a parlé du climat. Je pourrais t'en parler un peu plus précisément. Mais en gros, l'idée principale du climat, c'est qu'il n'y a pas de saison pour aller au Galapagos. Ça se visite toute l'année. On distingue deux saisons, on va dire la saison chaude et la saison froide. Mais la saison froide, les températures sont au plus bas de 20 degrés. Et la saison chaude, les températures sont au plus haut de 30 degrés. Donc clairement, même avec 20 degrés, les Galapagos se visitent très très bien. Et du coup, il ne faut pas se bloquer par rapport à la saison pour proposer un voyage aux Galapagos. Fabienne demande si on peut avoir des guides francophones. Alors, on va dire non. Parce que tous les guides de Galapagos parlent anglais et espagnol. Il y en a évidemment, on va dire à peu près 4, 5 qui parlent français. Mais pour avoir ces guides-là en francophone, c'est un coût extrêmement élevé. Donc, à moins qu'on ait un groupe d'une certaine taille, entre 10 et 15 personnes, du coup, qui permettent d'assumer ce coût-là. Mais sinon, non, il n'y a pas de guide francophone sur tous les services proposés. Dans tous les cas, il faut savoir que nous, de notre expérience, on a plusieurs voyageurs qui vont aux Galapagos. Ça n'a jamais été un frein, malgré qu'on ne parle pas français, puisque les guides ont l'habitude d'avoir différents touristes qui ne parlent pas anglais ou espagnol, et du coup, font le maximum pour parler assez lentement, etc. Et au final, aux Galapagos, on n'a jamais eu un retour que la langue était un frein. Carole demande si, pour les enfants, quel est l'âge minimum pour faire une croisière? Alors, les croisières ont chacune une règle un peu différente. On va dire entre 5 et 7 ans, on va dire ça serait l'âge minimum. Et dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on recommande. C'est-à-dire qu'en dessous de 6-7 ans, c'est pas 100% agréable pour les parents. Et les enfants, ce qui est important, en fait, c'est que l'enfant sache bien nager, qu'il soit vraiment à l'aise dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font, qui sont du snorkeling, et du coup, on passe quand même beaucoup de temps dans l'eau. Dans tous les cas, du moment que les enfants sont mineurs sur une croisière, les parents sont obligés de signer une décharge qui les responsabilise encore plus des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'embarquements et de débarquements sur les croisières. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même un âge minimum. En tout cas, ce qui est obligatoire pour les croisières, c'est d'avoir plus de 5 ans, on va dire. Et Julia demande si les dollars sont bien des dollars américains. Oui, c'est bien ça. Et c'est la monnaie qui est utilisée aux Galapagos et également en Équateur. Claire dit merci encore. Béatrice dit merci, présentation claire. Et Christiane dit super merci. D'accord. Alors, une petite information par rapport aux croisières, parce que je rebondis sur la question des familles. Exactement. Eh ben, Florian, parfait, tu m'aides à répondre à cette Florian, ça question-là. sent les vacances. Sur les croisières, il y a très, très, très peu de cabines triples. C'est-à-dire la cabine normale, c'est une cabine double. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les croisières sont moins adaptées aux familles, parce qu'on n'a pas cette flexibilité-là de mettre une famille, on va dire, avec 1 ou 2 enfants sur une même cabine. Donc, du coup, les enfants ont une autre cabine. Si c'est 3 personnes, ça devient tout de suite un peu contraignant, parce que la troisième personne paye plein pot la cabine, donc paye pour 2 personnes. Et en plus de ça, il n'y a pas de réduction enfants sur les croisières. Donc clairement, les enfants payent plein pot sur une croisière. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas une formule qui est extrêmement adaptée aux familles. Tandis que sur la formule d'Island Hopping, il y a des chambres familiales pour 3, 4, voire 5 personnes, où des chambres connectées un petit peu moins, mais les chambres sont toujours assez proches. Et surtout, ce sont des formules qui correspondent beaucoup plus aux familles, parce que dans les hôtels, il y a des piscines, les horaires dépendent de la famille. Donc, c'est vrai qu'une famille, on va dire, profite mieux de son voyage au Galapagos en formule d'island hopping, donc en dormant dans les hôtels, plutôt que sur une formule croisière, on va dire. Parfait. Et Voilà. il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour avoir de la dispo? Alors, on va dire que ça dépend des saisons. Évidemment, juillet, août, c'est extrêmement demandé.
Le mieux pour les Galapagos, c'est quand même de s'y prendre 3 à 4 mois en avance. Pour des croisières, le plus tôt possible, c'est-à-dire que le plus vite. Pour vous donner un exemple, on a déjà des dates en novembre avec plus de disponibilité sur plusieurs croisières. Donc, c'est vraiment les croisières, c'est le plus vite possible. Pour l'island hopping, on peut le faire 3-4 mois avant. Évidemment, s'il y a une demande dernière minute, un mois avant d'arriver, c'est toujours gérable, hein. Mais le mieux pour avoir une certaine flexibilité, c'est environ 3-4 mois avant. Est-ce que les Galapagos sont plutôt proposés en extension ou ça peut être un voyage à part entière? Alors, c'est un voyage qui peut venir compléter un voyage sur le continent, donc dans les Andes ou en Amazonie équatorienne. Donc, comme une extension, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas trop ce mot extension parce que c'est quand même le moment phare du voyage. Du coup, on va dire que les voyageurs sont souvent attirés par les Galapagos et du coup viennent compléter, imaginer un voyage complet en Équateur en incluant les Galapagos. Cependant, on a beaucoup de voyageurs qui font uniquement un 100% Galapagos, donc soit un 8 jours au Galapagos, voire un 12 jours au Galapagos. Et là, c'est du 100% Galapagos. Ils font les différentes îles, ils voient de tout, ils voient de tous les animaux. Généralement, ce profil-là, c'est aussi un profil de voyageur qui est très passionné ou professionnel de la photographie et du coup, qui veulent vraiment voir un maximum d'animaux pour en photographier un maximum. Ce qui me fait aussi rebondir sur le fait qu'il est tout à fait possible de mixer les deux formules, c'est-à-dire soit l'island hopping, soit la croisière, c'est-à-dire qu'on peut imaginer faire une croisière de 4-5 jours et de compléter par un voyage d'island hopping sur 3-4 jours, ce qui nous permet en fait d'abord d'avoir un long voyage pour un budget qui est plutôt mesuré, et aussi de pouvoir compléter son voyage en faisant, grâce à l'island hopping, la partie de l'archipel qui n'a pas été faite avec la croisière. Voilà. Il y a encore un test Covid à fournir avant le départ. Est-ce que le Covid existe toujours? En gros. Malheureusement, le Covid existe toujours, mais vraiment, en Équateur, en plus, Peut-on se faire la bise? On voit aussi. Non, c'est pas vrai. Alors, pour rentrer au Galapagos, il suffit de présenter soit son carnet de vaccination avec 2 doses minimum, soit de présenter un test PCR négatif. L'un ou l'autre, et ce sont les mêmes conditions pour rentrer en Équateur. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est vacciné avec 2 doses, donc c'est vrai qu'on n'est plus trop face à ce genre de cas. Donc uniquement avec le vaccin, c'est suffisant. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, petit détail, c'est qu'il n'est pas possible de faire un test PCR au Galapagos. Ok. Est-ce que les vacciner une dose car ex-Covidé, c'est bon? C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les informations ne sont pas claires ici. Il est écrit officiellement qu'il faut être vacciné avec les doses complètes. En Équateur, une dose complète, c'est minimum 2 doses. Tout le monde a été vacciné de 2 doses, même si la personne a eu le Covid 3 jours avant de se faire vacciner, elle a quand même reçu les 2 doses. Donc, on n'a jamais eu une information claire sur ce qu'était qu'une des doses complètes, mais on considère que ce sont 2 doses. Et ensuite, il faudrait rentrer dans un cas assez précis pour faire valider peut-être des documents selon si la personne a une seule dose. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins obligatoires? Non, pour les Galapagos, pas du tout. C'est pas du tout une zone de paludisme, de dengue, etc. Donc, il n'y a aucun vaccin pour les Galapagos, aucun vaccin obligatoire, mais aussi aucun vaccin recommandé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque que l'on peut retrouver sur certaines îles ou en Amazonie, par exemple. Et qu'est-ce qu'on mange? Eh oui, c'est Bonne l'heure du question. goûter, c'est l'heure du goûter dans un quart d'heure. Eh oui, on se pose des questions, quoi. Alors, on mange un peu de tout.
Et beaucoup de plats aussi sont à base de poissons, pas forcément, enfin, pas du tout pêchés dans le parc des Galapagos, parce que c'est un parc qui est protégé. Mais il faut savoir que l'Équateur est très réputé pour ses fruits de mer et son poisson, les crevettes, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain arrivage qui arrive aux Galapagos. On mange un peu de tout. Et la cuisine est très bonne. Florian, qui n'a pas écouté bien apparemment, dit: j'ai peut-être loupé l'info, mais quelle est l'attention spéciale pour les honeymoon ou le must à faire pour les couples? Clairement, quand on est sur une croisière, forcément, ça va donner un peu enfin, ça va être assez agréable pour les couples, pour les honeymoon. Le must, clairement, de manière générale, au Galapagos, ce n'est pas tant au niveau des activités pour ces profils-là, pour ce genre de voyage, mais c'est plus au niveau de l'hôtel et de la chambre qui est choisie. Là, on va essayer évidemment de choisir une chambre avec vue mer ou en face de la plage, les pieds dans le sable, avec un balcon, un hamac, etc. Donc, on va plus jouer au niveau des hébergements et évidemment au niveau de toutes les petites attentions aux hôtels. Et dans certains endroits, on organise ou on offre un apéritif un peu romantique ou un dîner un peu romantique privé pour ce genre de voyageurs. Parfait, merci. D'autres questions? Une dernière chance? Non? Moi, j'ai Ah, une vas-y. question qu'on nous pose souvent. On nous dit vraiment, est-ce que ça vaut le coup de mettre le budget aux Galapagos? Parce que clairement, les Galapagos, au niveau du budget, c'est environ le double du budget qui est nécessaire pour un voyage sur le continent en Équateur ou en Amazonie. Et c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire, ah ben, le budget est un peu élevé, on va y réfléchir, etc. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre le budget. Parce que, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est vraiment un voyage. On est sûr qu'il va être réussi simplement parce que les animaux font le job et qu'on va forcément en prendre plein les yeux. Donc c'est vrai que on a toujours eu des commentaires qui nous ont dit heureusement qu'on s'est lancé sur les Galapagos parce que vraiment c'est un voyage qu'on ne regrette pas et ça rentre assez souvent sur vraiment le top 3, le top 5 au niveau de cette faune assez impressionnante et qui est extrêmement proche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un zoom de caméra énorme, on n'a pas besoin de faire des efforts énormes pour voir très facilement ces animaux-là. Et du coup, que ce soit pour des familles ou des couples, des adultes, etc., tout le monde est un peu impressionné et tout le monde est émerveillé par ce contexte-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre le budget. Évidemment, ensuite, on s'adapte pour que la formule corresponde au mieux aux personnes, mais il ne faut pas se bloquer sur ça parce qu'on est sûr qu'à la fin, le voyage va être réussi. Très bien. Very good. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires? Bon, Bon, bah, on a super. peut-être répondu à tout. C'est tout bon. Claire dit c'est C'est tout tout bon. bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Du coup, je vous remercie d'être venu, d'avoir pris ce temps-là, qui est un temps assez précieux en ce moment pour tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'écrire directement. Là, vous avez mon adresse mail, mais vous pourrez aussi la voir sur la plateforme de Together. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de contenu, de photos, de programmes à jour pour vos sites, pour vos brochures, mais également si vous avez besoin d'une formation un peu plus détaillée sur les Galapagos, ou même sur le reste du pays, n'hésitez pas à m'écrire, à revenir vers moi. On est entièrement à disposition. Et on fait également des formations un peu plus privées pour former vos équipes si besoin sur le reste de l'Équateur. Donc n'hésitez pas et à très bientôt certainement. Merci beaucoup, Laura. Merci à tous pour votre temps. Merci. Et je vous rappelle qu'il y a d'autres webinaires qui arrivent bientôt, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci à tous. Et j'enverrai le replay de toute façon avec les coordonnées de Laura pour ceux qui le souhaitent. Bonne fin d'après-midi. Parfait. Merci beaucoup. Merci Thomas.